Well, Gary, I have probably been introduced 30 times. Guéri, on m'a présenté maintes fois, mais je t'assure que c'est la meilleure présentation, l'introduction qui n'a m'a jamais été donnée. Alors, je suis en même temps enthousiaste et anxieuse. Merci, merci, parce que ça a été vraiment magnifique d'écouter tes paroles. Bon, nous pouvons commencer alors. On va parler justement de honte. Là, vous voyez l'image de la honte. Vous voyez ici dans la diapo cette image qui représente la honte. C'est une femme qui cache ses yeux afin de ne pas voir la désapprobation des visages qui la regardent. Les mains en dessous de sa tête l'oppressent et la poussent vers le bas. Elle est malheureuse. La honte a été définie comme la cloaque des émotions, le puits noir des émotions. Pendant les recherches, les participants ont décrit la honte en utilisant des termes parmi lesquels dévastateur, nocif, dévorante, atroce, disséquente, petite, isolée des autres, rejetée, amoindrie, et c'est-à-dire le pire sentiment qui soit. Et maintenant, nous allons passer du temps à l'explorer du point de vue somatique et énergétique ainsi que ses racines psychologiques. Mais permettez-moi tout d'abord de vous raconter comment je me suis passionnée, comment j'ai fait connaissance avec la honte. C'était, je crois, la troisième année de ma formation bioénergétique et ma troisième année de thérapie bioénergétique. À l'époque, j'ai commencé à éprouver un sentiment désagréable à mon égard et à mon thérapeute, je dis que j'étais en train d'avoir honte. Le sujet de mon mémoire de maîtrise était l'embarras et sa relation avec l'image corporelle et le concept de soi. Et j'avais trouvé aussi quelques mots dans la littérature, mais c'était l'année 1969 et la honte n'était pas considérée comme une émotion primaire. Mon thérapeute me dit alors que la honte n'existait pas. Il s'agissait d'un stratagème que les parents utilisaient pour contrôler leurs enfants. Mais je savais que ce que je ressentais était en réalité un sentiment plus profond qui avait besoin d'être exploré. Ensuite, j'ai découvert un livre de Helen Clark Lewis intitulé Shame and Guilt in Neurosis, la honte et la culpabilité dans la névrose. L'auteur a analysé des centaines de séances de psychothérapie et il a identifié la honte en tant qu'émotion dominante ressentie par les patients, dépassant la colère, la peur, le chagrin et l'anxiété, le deuil. Les conclusions de Lewis concernant l'importance et la prévalence de la honte continuent d'être supportées par les chercheurs sur la honte qui utilisent des méthodologies différentes et qui travaillent dans des différents domaines d'études. Nous passons maintenant à la diapo numéro 2. Alors, la honte est une réponse relationnelle au refus de nous-mêmes. Violaine, dans le webinaire précédent, a parlé de son entrée dans la bioénergie en se sentant suicidaire. Pendant la thérapie, elle a pu ressentir ses besoins dans une expression cathartique de sorte qu'elle n'a plus eu besoin de s'auto-attaquer.
Et donc, avec la honte, nous ne voulons plus ressentir à nouveau ce rejet. Voilà pourquoi nous ressentons nos besoins de contact, de chaleur, d'acceptation et nos désirs sexuels comme quelque chose dont il faut avoir honte. Et les contractions somatiques fonctionnent pour ne pas ressentir à nouveau cette honte et ce rejet. Les hommes et les femmes, en général, c'est une réponse générale, sont rejetés pour des raisons différentes. L'apparence physique, leur sexualité, leur sensibilité. Les personnes atypiques, les parias, sont les personnes qui ne font pas partie de la culture principale et qui en ont ressenti le rejet. Les bisexuels, les homosexuels, les juifs, les musulmans, pour n'en citer que quelques-uns. Non seulement ils ont été humiliés, mais ils ont été aussi agressés physiquement et assassinés. Et donc, les marginaux, les exclus, sont des parties de nous-mêmes qui, lorsqu'elles sont exprimées, ont été rejetées. Et de cette manière, nos besoins sont solidifiés dans des schémas de maintien dans nos muscles afin de ne pas ressentir à nouveau ce besoin en laissant nos symptômes nerveux excessivement réactifs, de sorte que lorsque la charge s'accumule dans la zone nécessitant d'être exprimée, est supprimée. Et cela peut même conduire à la dissociation qui nous empêche de savoir que nous avions nous-mêmes ces besoins. Diapo numéro 3. Alors, la honte et le sens de culpabilité, différents, car le sens de culpabilité est la sensation, le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, tandis que la honte est l'expérience d'être mauvais, erroné ou dégoûtant même. Lorsqu'une personne a été couverte de honte et rejetée avec colère pour ce que elle ou lui est, était, il n'y a pas de moyen prescrit pour rétablir la relation, alors que la culpabilité peut être récupérée par des actes de réparation et d'expiation. Il n'y a pas d'issue à l'expérience de la honte. Rien de ce qu'on peut faire va en atténuer les effets. C'est arrivé, vous vous êtes dévoilé devant l'autre et vous ne pouvez pas cacher cette partie de vous-même qui est si inacceptable, inadmissible. Il ne s'agit pas d'un comportement, mais d'un aspect de vous-même que vous ressentez vous-même en tant que stupide, laide, bruyant, faible, séduisant, nécessiteux, pathétique. Et en tant qu'analyste bioénergétique, nous nous concentrons sur ce qui est incarné dans une réaction de honte dans le corps. Passons maintenant à la diapo 4. La biologie de la honte et de l'embarras. La honte est une réaction biologique innée présente dès notre naissance qui peut dilater les vaisseaux sanguins périphériques et qui a tendance à persister assez longtemps jusqu'à ce que le sujet ne se rétablisse. Et j'aime cette citation.
La honte implique une mèche courte et une combustion lente. Diapo numéro 5. Contrairement à la colère, à l'anxiété, à la peur, à l'excitation, etc., émotions qui sont plus facilement liées aux muscles faciaux et qui disparaissent rapidement, la honte a tendance à persister assez longtemps jusqu'à ce que le sujet se rétablisse. La honte est une mèche courte et a une combustion lente, donc la honte persiste. Diapo 6. Alors, l'embarras est une bouffée de chaleur, principalement au niveau du visage. Tandis que dans la honte, le sang circule plus vers les muscles périphériques. Donc, la honte, comme le choc, est un arrêt vagal dorsal qui active les muscles périphériques pour la fuite, le combat ou le contact. Donc, l'embarras provoque une bouffée d'excitation, tandis que la honte suscite la peur, le dégoût de soi. L'embarras et la honte peuvent se manifester ensemble. Vous pouvez être embarrassé parce que, par exemple, vous avez oublié de vous présenter à un rendez-vous au restaurant et donc vous êtes concerné par votre propre comportement et vous vous excusez abondamment. Et si les excuses sont acceptées, surtout avec empathie, si tout cela est accepté, on dit, je vois à quel point vous vous sentez mal dans cette situation. Et alors, vous aussi, vous arrivez à vous pardonner. Mais si l'ami reste blessé et il refuse vos excuses, on se sent anxieux et honteux. Les gens, parfois, n'utilisent pas des mots agréables lorsqu'on leur demande de décrire ce sentiment de honte en général. Parce qu'on, comme on l'a dit, la honte est comme la cloaque des émotions. La honte attire l'énergie, le visage descend, les yeux se baissent, les épaules s'avancent et le haut du corps s'affaisse. Et c'est le choc, la stimulation vagale qui entraîne vers une baisse de la tension artérielle, un ralentissement du cœur. Elle éteint tout, c'est juste une stimulation vagale. Avec l'embarras, nous ressentons sensation de chaleur, la rougeur sur le visage. On a la sensation d'être encensé. Avec la honte, la personne résulte déprimée. Et bien que le sang soit disponible à la périphérie, le sentiment central est de froid, de solitude, parce que le moi est rejeté. Et tout cela n'est pas bon. Diapo 8, merci. L'embarras et la honte. Il s'agit de réponses biologiquement déterminées qui exigent de la pudeur et la dissimulation est une préparation à un danger potentiel et la honte est intimement liée à la dissimulation. Schneider soutient que Darwin et Ellis, dans leur traitement, leurs documents sur la honte, ne reconnaissent pas, outre la peur fuite, et la colère, agression, ils reconnaissent une troisième réaction fondamentale au danger, c'est-à-dire la dissimulation, immobilité.
Alors, les termes attaque et fuite sont des réponses et des réactions bien connues au danger. Dans le cas de la honte, il s'agit plutôt choc, pardon, d'un désir de se cacher et de disparaître, de ne pas être vu et de cacher la partie de soi qui a été inacceptable. La honte est ressentie et reçue par les yeux. Dans la diapo qui suit, je vais vous l'expliquer en profondeur. La honte est une expérience négative du moi. C'est une destruction momentanée du moi dans un dénigrement aigu du moi. Dès la petite enfance jusqu'à l'âge de 3 ans environ, lorsque l'enfant est particulièrement sujet à des perturbations et le contact avec les parents indique que la honte est déterminée au niveau biologique. On sent ce concept répété à travers le contact à travers le corps. Et donc, de la petite enfance jusqu'à l'âge de 3 ans environ et pendant l'adolescence même, l'enfant est particulièrement assujetti aux perturbations ou troubles narcissiques. Moi aussi, j'ai été appelée sale juive et je m'en souviens très bien. J'ai cette mémoire à l'esprit, une mémoire activante, comme Gary avait expliqué dans l'introduction qu'il a fait de moi. Et donc, c'est la réponse du moi qui est submergée par une grandiosité sans miroir. Et donc, on voit la caractéristique de susceptibilité de la petite enfance à 3 ans à la honte. Voilà pourquoi je voudrais faire une expérience avec vous, l'expérience de la Stillface. Alors, nous faisons partie d'un protocole de recherche. Un de mes étudiants a publié ce protocole qui est devenu très fameux, hein, des mères et des enfants ayant un âge entre 6 mois et 16 mois ont été encouragés à jouer avec leurs enfants. Des enfants enthousiastes d'avoir là leur maman qui jouait avec eux. Après, on a demandé aux mamans de quitter la pièce pendant 5 minutes. Donc, une période de temps assez longue pour un enfant de cet âge. Et au retour, on a demandé aux mamans de suivre une instruction, c'est-à-dire s'asseoir avec leurs enfants sans montrer aucune expression du visage. Au début, les enfants ont cherché à s'engager avec leur mère en émettant des sons et en tendant les bras vers elle, tout en utilisant le contact visuel et l'enthousiasme. Mais ils ont fini par abandonner. Donc voilà, c'est la réaction physique qu'ils ont observée chez les enfants. On est désolé de vous interrompre. Donc, des fois, on n'arrive pas à vous voir, madame, car votre feuille est juste devant la caméra. Merci. Je vous demande pardon. Je suis désolée. Donc, c'est parfaitement correct, en effet, de vous donner la possibilité de voir mon visage. Donc, merci. Donc, si vous le souhaitez, je vous invite à expérimenter cette réponse dans votre propre corps. Donc, vous êtes assise. M- Asseyez-vous, baissez la tête, rentrez les épaules, ensuite avancez-les, cherchez à rester assis dans cette position. Donc, pendant que vous gardez cette position, cherchez à trouver un mot ou alors plusieurs mots pour décrire ce que vous ressentez en ce moment.
C'est exactement ce que les chercheurs ont observé sur le visage des enfants et au niveau du corps des enfants, parce que l'excitation ne se reflétait pas. Donc voilà une réaction, une réponse primitive de honte. Donc il n'y avait pas de dialogue interne, mais il y avait une réponse du corps qui était là dès la naissance. Donc voilà la réponse de honte. Donc nous voyons ce même besoin de reflet, en particulier pendant l'adolescence, lorsque nous dépendons du groupe des pairs pour pouvoir définir notre estime de soi et notre valeur. Moi, j'étais la première fille de ma famille élargie, au sein de ma famille élargie. Mon frère était l'aîné, donc il a été le premier à recevoir des attentions et de l'enthousiasme. Mais 1 an et demi plus tard, ma tante et mon oncle ont eu leur propre fils, leur premier enfant. Et puis 6 mois plus tard, je suis née. Mon frère aîné n'appréciait pas partager l'attention avec moi. Il ne voulait pas partager l'attention de mes parents avec moi et il me disait que j'étais laide et stupide. Mais plus tard, il me demandait pardon et il voulait se rapprocher de moi. Ainsi, après avoir ressenti beaucoup d'attention positive, je me sentais heureuse, gaie. Et puis, plus tard, il avait cette attaque envers moi-même, cette réaction de honte. En effet, il m'a fallu de nombreuses années pour arriver à comprendre ce lien entre l'enthousiasme initial et la honte suivante. J'étais également l'enfant préféré de mon père, mais en raison de sa propre confusion face à ma sexualité naissante, il m'insultait parfois verbalement. Donc, une situation parfaite pour la honte qui tue toutes les autres émotions. On va passer à la diapo numéro 11. Merci. Donc, ensuite, nous avons développé au niveau biologique des réactions de défense qui sont tout à fait connues, des réactions de réponse à la honte. Nous arrivons à projeter de la responsabilité, de la colère sur un bouc émissaire de convenance, tout comme les nazis ont fait face aux Juifs pendant la répression et la crise économique. Ou alors nous pouvons choisir de nous concentrer sur un autre état émotionnel en tant que substitution émotionnelle, très souvent donc la colère. Donc on ne se sent pas bien parce qu'on désire obtenir quelque chose et donc on est en colère. Au départ, en bioénergétique, on pensait que la colère se cachait derrière la honte et qui devait être libérée. Peut-être cela est la raison pour laquelle la honte est un état de choc. Et lorsque l'on sort de ce choc et de l'immobilité, alors on passe un mode combat ou attaque. Mais il y a également une autre réponse face à la honte, c'est-à-dire la réaction de fuite. Donc, une défense contre l'abandon ou alors le fait de se porter bien, de se montrer aimable.
Une autre réponse à la honte est une réaction de combat utilisant la colère et l'agressivité pour se défendre. Mais avec un peu de chance, lorsque nous nous sentons en sécurité, nous avons la possibilité de reconnaître la douleur et la vulnérabilité qui se cachent derrière notre colère. Donc, si vous avez envie, je vous invite à analyser une réponse, une réaction de défense face à la honte. Donc, je vous demande de vous lever. Donc, tenez-vous debout, les pieds au sol. Et je vous invite à garder vos genoux tendus, à bousculer le bassin vers l'arrière et à garder cette position. Maintenant, inspirez en gonflant votre poitrine et en rentrant le ventre. Cherchez à tendre le menton vers l'extérieur. Vous sentirez comme une traction vers le haut dans votre cœur et observez les sensations que vous éprouvez pendant que vous gardez cette position. C'est très bien en effet d'essayer cette technique même avec d'autres personnes pendant une formation pour voir ce qui va se produire. Donc, tout en gardant cette position, je vous invite à trouver un mot, plusieurs mots ou alors une image pour décrire cette expérience. On peut parler d'une expérience de puissance ou alors de rigidité. Ou alors la sensation d'avoir la poitrine comme gonflée, de se protéger, de se défendre. Donc c'est bien cela le corps du narcissisme. Donc une défense contre la honte. Maintenant, assouplissez-vous en pliant les genoux, détendez-vous et cherchez à expirer lentement. Secouez-vous pour relâcher la tension et, si vous le souhaitez, vous pouvez vous asseoir maintenant. Maintenant, on doit chercher à explorer plus en détail, plus en profondeur ce que nous venons de vivre. Donc, diapo numéro 12, merci. Donc, la honte et la culture. Les hommes éprouvent de la honte face à la vulnérabilité et aux besoins, tandis que les femmes éprouvent de la honte face à leur sexualité. Donc, abus sexuels et honte chez les femmes. Une stimulation excessive du pelvis, le conditionnement culturel des femmes qui les incite à rester discrètes et à ne pas s'enthousiasmer, ne pas s'exciter, ou alors la honte d'éprouver des sentiments sexuels. Tout cela peut conduire à des comportements autodestructeurs tels que l'automutilation, l'hyperphagie ou la consommation de substances psychoactives. Ou alors, il y a encore une attaque défensive qui peut être utilisée contre le thérapeute afin de se protéger contre le mauvais moi. Et le thérapeute, de l'autre côté, peut jouer un rôle dans ce sens. Donc, ce que je viens de vous décrire, ce sont des réponses générales face à la honte qui sont imposées par notre culture. Et le mouvement MeToo a joué un rôle déterminant dans la guérison de la honte des femmes vis-à-vis de leur sexualité.
Nous devons donc faire ressortir et mettre en lumière ces sujets. Et cela a été quelque chose de déterminant, en effet, pour la guérison des femmes vis-à-vis de la honte. On va passer à la diapo 13. Donc, les personnes atypiques, les parias. Donc, les personnes atypiques sont différentes. Elles sont comme les pièces d'un puzzle qui ne trouvent pas leur place dans l'image. Comme par exemple les Juifs dans la Bible. Mais il y a également un besoin caché qui n'a pas été satisfait et qui est source de honte et de frustration. Donc voilà, nous pouvons être nous-mêmes les parias, les personnes atypiques. Nous savons déjà que les personnes atypiques éprouvent de la honte parce qu'on parle de personnes qui ne sont pas hétérosexuelles, qui ne s'identifient pas à un genre, qui appartiennent à une minorité religieuse, ethnique ou économique, ou qui présentent des caractéristiques physico-mentales divergentes. Donc, les personnes atypiques sont tourmentées par l'intériorisation du rejet culturel. Chacun de nous a des éléments atypiques qui vivent dans sa propre personnalité, dans son propre corps. Ce sont les parties de nous-mêmes auxquelles nos parents n'ont pas pu s'identifier. Donc, je m'assois normalement avec mes patients, je les observe se critiquer pour être trop exigeants, alors qu'ils étaient juste en train d'exprimer clairement leurs besoins. Ou alors, mes patients pensent être trop timides, mais ils sont juste face à des problèmes réels et effrayants. Donc, ces besoins qui n'ont pas été satisfaits sont notre honte et nous les trouvons répugnants. La bioénergétique nous encourage et de quelque façon nous met à nu et révèle ces parties honteuses à notre thérapeute lors de la thérapie. Nous devons donc être attentifs à la manière dont nos patients cachent, dissimulent ces parties d'eux-mêmes ou se traitent mal lorsqu'ils les ressentent. En tant que thérapeute, nous devons les aider à rechercher, à dévoiler ces parties de leur personnalité et à les nourrir. Donc maintenant, on peut faire un autre exercice ensemble. Un exercice qui concerne la guérison de la honte. En effet, j'ai eu la possibilité d'organiser une formation lors d'une conférence et ce qui m'avait été demandé à l'époque était de faire un discours à des formateurs à l'échelle internationale à la suite d'un atelier. Donc, tout d'abord, je me souviens encore du fait que j'étais dans cette salle, il y avait du silence et je me suis sentie comme, incapable de bouger et donc j'ai décidé de commencer à chanter une chanson. Vous pouvez l'entendre maintenant. Donc pendant que je chantais, tout le monde s'est levé, tout le monde était debout. Mais encore, je ne savais plus quoi faire, je ne savais pas quoi faire. Donc, un ami m'a accompagnée d'un côté de la salle et pendant toute la semaine, je me suis sentie euh, incapable d'éprouver de la joie. Je me suis sentie comme incapable de faire quelque chose, quoi que ce soit. Et donc, j'ai décidé de
augmenter le volume, je me suis posé une question. À quel endroit de mon cœur est-ce que je ressens une tension lorsque j'entends cette voix qui me dit de choses mauvaises? Je la ressentais au niveau de ma poitrine. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur la respiration tout en partant de cette émotion, juste pour me soulager, pour m'apaiser et je me suis posé une autre question, c'est-à-dire, est-ce que je parlerai ainsi à quelqu'un que je n'apprécie pas? Bon, il s'agit de quelque chose, de terrible, donc je me suis posé une troisième question. Est-ce que cette voix, pardon, m'a fourni des informations utiles? En effet, non. Cette voix disait seulement de choses terribles. Et donc, j'ai pensé au fait que les formations sont quelque chose de fantastique parce qu'il y a des groupes qui sont présents et qui nous donnent la possibilité d'humaniser cette expérience commune et partagée. Donc, moi, j'ai eu la possibilité de ressentir ma voix, de ressentir la voix des autres, de développer de l'empathie. Et l'empathie peut être créée envers les autres pour donc favoriser également l'empathie envers soi-même. On arrive à la diapo numéro 15, une diapo tout à fait importante qui concerne donc la honte à nouveau. Parce que la honte est activée en tant qu'émotion lors de la thérapie bioénergétique. Et donc, j'aimerais bien vous parler de la courbe d'oubli de Ebbinghaus. Il s'agit d'une découverte récente et très importante dans le domaine des neurosciences et de la littérature. Elle décrit donc la durée de vie d'un souvenir. Donc, si l'on regarde cette courbe d'oubli, et je vais rechercher à le retrouver parmi mes documents, juste une petite seconde. Donc, la courbe dessine cette forme. Mais qu'est-ce que cette courbe signifie? Cela signifie que lorsqu'une expérience de guérison positive se produit au cours d'une thérapie, il est souhaitable de prolonger son souvenir afin de le renforcer. On désire donc renforcer le souvenir pour éviter de l'effacer. À l'opposé, il n'est pas souhaitable d'augmenter la durée des expériences négatives ou alors des souvenirs négatifs. En particulier, nous désirons éviter que, à la fin de la séance, le patient quitte cette séance tout en ressentant un sentiment de honte. Donc, nous désirons prolonger la durée des souvenirs positifs en conservant, en préservant les sensations positives, les images, les croyances et les émotions liées au sujet même. À la fin des séances ou de la séance, je recommande souvent à mes patients de prêter attention à leurs expériences somatiques positives et de prêter attention également aux images qu'ils ont vues. Cela jusqu'à notre prochaine séance. Et je leur demande de chercher à conserver, à préserver ces sensations, ces images et ces pensées à leur sujet pour les garder au sein de leur conscience. Donc, à chaque fois, je suis étonnée par l'une des meilleures thérapeutes, en effet. Et j'aimerais bien terminer, en effet, par une citation, en effet, de Rogers qui terminait son émission de télévision en disant: «Je vous apprécie tel que vous êtes». Merci beaucoup, Hélène. Hélène, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK, donc la courbe
d'oubli d'Ebbinghaus est à l'écran maintenant. On la voit à l'écran maintenant. En effet, on n'a pas eu la possibilité de voir la dernière diapo auparavant. Est-ce que vous pouvez donc revenir sur l'explication de cette courbe? Parce qu'on n'avait pas eu la possibilité de la voir auparavant. Donc, vous avez parlé de cette courbe d'oubli de Ebbinghaus. Il s'agit d'une courbe tout à fait importante. Oui. Maintenant, nous la voyons à l'écran. Nous voyons l'image à l'écran. J'aimerais bien juste vous demander de revenir sur cet aspect. Vous l'avez déjà mentionné, vous avez déjà parlé de la durée d'un souvenir. Et je pense que ce serait juste utile de répéter le dernier paragraphe ou alors les dernières choses que vous avez dit pour mieux expliquer cette courbe. Donc, j'ai dit en effet que En en effet, je suis en train de rechercher la même image. De cette façon, j'aurai la possibilité de mieux l'expliquer. Je pense avoir l'image juste ici. Je ne la retrouve pas, je suis désolée. Nous la voyons à l'écran en ce moment. Donc, dans la partie inférieure, nous avons le ton. Donc, nous voyons en effet le souvenir qui s'efface très rapidement. Vous voyez que le temps passe vite et au fil des jours, en effet, les souvenirs tendent à disparaître très rapidement. Donc, il y a une sensation. Par exemple, si nous avons fait une séance de thérapie de 30 minutes et nous avons encore 30 minutes à notre disposition, nous devons nous devons demander au patient où est-ce que vous ressentez cette sensation positive dans votre cœur? Ou alors, quelle est l'image que vous voyez quand vous pensez à cela? On pourrait même demander aux patients de nous fournir un souvenir positif avant de faire cette activité, un souvenir joyeux et riche en enthousiasme. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas ressentir de la honte, il faut juste ressentir le plaisir qui accompagne ce mouvement. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu peux imaginer cela? Il est bien de ressentir un besoin parce que on peut ressentir quelque chose dans notre poitrine pendant que l'on parle. On continue de cette façon pour bloquer cette sensation. Merci, Hélène. Et donc, il est juste important de se rappeler de cette sensation. Merci Hélène pour cette présentation, parce que vous avez donc couvert une vaste fourchette de sujets différents. Vous avez parlé du développement de la puissance de la honte, comment nous pouvons donc rétablir la sensation du soi. En ce moment, je ne vois pas de questions, en effet, de la part des participants, au webinaire. Donc, je pense que, on peut donc entamer un dialogue ensemble, que je pense qu'on pourrait parler de la honte, et on peut juste ajouter d'autres aspects à ce que vous venez de nous raconter. Est-ce que cela vous dit? Est-ce que c'est bien pour vous? Oui. C'est tout à fait bien, en effet, pour moi, en effet, de parler avec vous. J'aimerais bien juste vous rappeler d'une question que j'ai déjà reçue, c'est-à-dire comment est-ce qu'un enfant de 3 ans, en effet, peut ressentir de la honte? Peut-être qu'il y a des questions qui sont en train d'être affichées dans la boîte de questions et de réponses, mais j'aimerais bien commencer par une discussion entre nous. Donc, dans votre diapositive, nous avons vu en effet que la honte se développe de l'empathie, notamment pendant l'adolescence. Donc, je me posais une question. Même quand nous avons parlé par email,
un enfant, un nouveau-né, quand est-ce qu'il n'arrive plus à ressentir de la haine? Est-ce que vous pouvez parler de cet aspect? Il y a une citation d'un livre qui a été publié qui souligne ce qui suit. Donc, l'enfant voit, comprend l'enthousiasme à travers les yeux de sa mère, dans les yeux de sa mère, et cela, en effet, l'encourage à se détacher de sa mère également. Donc, quand il y a de la joie, du plaisir, de l'enthousiasme qui est transmis par le visage de la mère, l'enthousiasme, l'excitation, alors on voit que les enfants se sentent enthousiastes eux aussi. Parce que pendant le jeu, pendant les activités, il y a l'attention de la mère sur lui. Et qu'est-ce qu'il se passe donc? C'est exactement ce que nous ressentons dans les sensations de honte ou de la gêne. C'est comme, pendant ou lors une discussion, je commence à ressentir de la gêne ou alors une sensation de chaleur. Ce n'est pas vraiment de la honte, c'est de l'anxiété. Donc, pendant la présentation initiale, moi, j'ai ressenti un petit peu de gêne, par exemple. Donc, l'enfant peut avoir les mêmes sensations que nous ressentons quand nous ressentons de la honte. Et il n'y a pas de mots, en effet, pour décrire tout cela, parce que la honte, c'est comme, en effet, un coup en plein estomac. Et tout cela, donc, est présent chez le nouveau-né, chez l'enfant. Il s'agit d'une charge qui est toujours présente. Et cela va créer une réponse biologique innée chez l'enfant. Et ensuite, l'enfant cherche à se cacher, ne veut plus voir ce qui se passe, ou alors peut-être qu'il est en train de... qu'il fait pipi parce qu'il a déjà essayé à sourire, à se montrer, à jouer, et l'adulte ne faisait rien du tout. Et il s'agit donc d'une expérience légèrement différente par rapport à la part, orale à la partie orale, parce que là, on parle d'un contact physique qui manque. La honte se, développe à travers les yeux, à travers la voix aussi, qui est un autre aspect tout à fait important. Et la voix est très importante en termes d'enthousiasme. Voyons maintenant quelques questions. Alors, Tammy nous demande, quels sont les exercices qui peuvent être utiles pour supporter le patient à bouger loin de la honte lorsqu'elle se manifeste, même quand il se défend rapidement en adoptant son comportement défensif habituel. Et alors, si on voit qu'il y a une défense vis-à-vis de cette honte et la honte disparaît, quels sont les exercices qui peuvent être utiles pour aider le patient à surmonter sa honte, pas se défendre de la honte, mais la traverser. Et c'est le point ici où arrivent les habilités de la bioénergétique, c'est-à-dire j'ai remarqué que vous avez eu une sensation désagréable qui après est partie. Maintenant, vous êtes engagé avec moi, mais je suis préoccupée que j'ai fait peut-être quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a fait sentir du mal. Maintenant, vous allez bien, mais je suis un peu préoccupée. Je me fais quelques soucis pour vous et je suis intéressée à voir, car je voudrais voir comment cela s'est passé parce que quelque chose est arrivé. C'est l'empathie. On ne sait pas de quoi s'agit-il, mais tout ce qu'on faisait avant, c'était juste de se préoccuper.
Nous avons beaucoup discuté aussi sur l'empathie, car il faut avoir cette forme de compréhension intellectuelle. On le ressent, on ne sait pas ce qu'on a fait, mais on voit que quelque chose est passé à l'autre personne et qu'elle est là avec nous. On le voit, on la ressent. Le patient parfois ne veut pas en parler. Il dit non, ça va, je vais bien. Mais alors là, je dis, je tiens vraiment à que vous êtes bien. Donc, il faut créer cette connexion. C'est le lieu, le point exact où l'on va créer la connexion. Et le problème avec la bioénergétique est que parfois, on diminue un peu nos patients. Lorsqu'on va chercher les outliers, les parias, les personnes atypiques, on fait émerger la honte. Il y a des parties de moi que je n'aime pas et je ne veux pas les montrer. Et donc, il faut être gentil aussi de la part des thérapeutes. Il faut être délicat. Parce que je crois que la délicatesse et la gentillesse nous permettent vraiment d'arriver à la connexion qui devient extrêmement importante. Parfois, nous accompagnons les personnes à avoir conscience de leur corps, chose qu'ils n'avaient pas avant. Et donc, il y a cette modalité en eux qui fait ressurgir la honte du corps. Exactement. Et le corps alors entre en phase de protection d'un besoin qui n'avait pas été permis ou qui avait été humilié. Parce que l'humiliation est très importante. Il faut lui prêter beaucoup d'attention parce que cela ne veut pas dire que c'est utile de le savoir, mais il faut bien savoir aborder le problème. Hélène, maintenant nous avons d'autres questions dans notre chat. Laetitia nous écrit. J'aimerais savoir comment procéder lorsque le patient a honte. Est-ce qu'il faut demander au patient de se souvenir d'un bon souvenir et de garder la sensation de ce bon souvenir jusqu'à la séance prochaine? Bon, c'est à peu près similaire à la première question. Alors, comment fait-on lorsque la personne est là, euh, dans la cabinet de thérapie? Alors, généralement, je leur dis, je ressens que vous prouvez une forte honte. Alors, je me demande, comment pouvez-vous vous connecter avec moi dans une modalité que vous ressentez être sûr et me faire savoir que vous êtes bien, parce que je vois que vous avez des problèmes, vous êtes troublé. Nous pouvons parler, il faut lui demander qu'est-ce qu'il ressent. Parce que quand même, ils doivent ressentir cette sensation et vous devez rester avec eux. Il ne faut pas les faire sortir de cette sensation. Tout d'abord, il faut connaître, savoir, identifier. Quand on a une réponse de honte, je ne la connais pas. Par exemple, je crois éprouver une sensation. À l'époque, je ne savais même pas que j'avais cette sensation négative qui tournait dans mon esprit. Après, il y a eu 4 ans plus tard, les problèmes avec mon frère aîné. Parce que j'allais à une fête, je recevais plein d'attention, j'étais heureuse, mais par la suite, je me auto-attaquais. Peut-être j'avais trop parlé, je m'étais trompée. Et c'était une chose qui se répétait à chaque fois, très très souvent. Et donc, j'avais besoin de quelqu'un qui me disait à l'époque, ça, on a perdu ta voix. Et donc, la traduction aussi. Alors oui, on est allé à une fête, on s'est amusé, tout va bien. Tu n'as pas trop bu, tu n'as pas attiré trop d'attention, tu n'as pas pris trop de place. Quelqu'un devait me dire ça. Hélène, une des choses que je fais parfois avec les patients qui ont une forte honte est leur demander, au moins c'est ce que je suggère à mes patients. Par exemple, je leur dis de se mettre sur un matelas
de garder un oreiller contre leur corps, un coussin, et de ressentir cet état de honte profonde dans leur corps. Éprouver cette expérience. Ils sont sur le matelas et regardent le mur et donc ils doivent ressentir dans leur corps cette mauvaise sensation. Et parfois, ça a été utile. Oui, c'est utile surtout lorsqu'ils se défendent contre cette émotion, surtout lorsqu'ils se cachent, ils se, ils se sont vulnérables. Il faut supporter leur vulnérabilité et rester à leur côté avec la sensation de honte, rester avec eux. Oui. Après, nous avons Monique qui demande, est-ce qu'on peut sous la honte en couvrant et découvrant le visage et les yeux, parce que nous avions dit que la honte passe à travers les yeux. On avait vu aussi l'image que tu nous as présentée dans la première diapositive, la femme qui couvrait son visage avec ses mains. Probablement, on pourrait faire l'exercice de demander à la femme, au patient, de couvrir le visage, les yeux, afin de ressentir la sensation de honte. Oui, nous pouvons inviter les patients à faire des exercices qui sont très intéressants. On leur dit de regarder entre le doigt et de voir entre-temps ce qu'ils voient chez nous. Parce que là, ils ont la possibilité de voir notre intérêt vis-à-vis de leur souffrance. Ils peuvent se couvrir les yeux, mais regardez, recouvrir encore les yeux, c'est un exercice très important. Bien, et toi aussi, tu as parlé de l'oscillation en travaillant avec les traumatismes, parce que lorsque nous sommes dans un état de traumatisme, nous oscillons pour voir jusqu'à quel point nous pouvons gérer les personnes. Et nous allons vers le réglage, vers le bas. Et c'est très important et très intéressant. On peut faire la même chose aussi pour traiter la honte. C'est très, très utile. Oui, tu as raison, très utile. Un des points que tu as abordés dans tes diapos était lié à l'aspect culturel, la honte et la culture, pour ce qui concerne la vulnérabilité chez les hommes et la sexualité chez les femmes. Probablement, tu as étudié l'effet de la honte de façon spécifique sur les femmes. Je te demande si tu pouvais juste approfondir les aspects culturels, justement, de la honte. Bon, les choses ont beaucoup changé depuis que j'ai commencé mes études et je vois que les femmes ont moins de honte vis-à-vis de leur sexualité. Mais toutefois, la question reste toujours là et en thérapie, on la écoute encore. En tant que femme, est-ce que tu as provoqué? A été tu provocatrice? Est-ce que c'est toi qui as invité euh, lui à faire le premier pas parce que évidemment, il a cru que tu avais envie de faire du sexe avec lui. Mais après, la réponse est la suivante. Mais en réalité, je n'ai lancé aucun signal, je n'étais pas intéressée. Donc, tu es froide parce qu'il y a plein de projections sur la sexualité des femmes concernant la responsabilité des femmes mêmes. Nous avons vu une forte prévalence dans ma culture de cet aspect-là. Je me souviens très bien, par exemple, que ma mère donnait la bonne nuit à mes frères et après elle donnait la bonne nuit à moi aussi. Souviens-toi que tu dois être vierge pour ton mariage. Ah oui, à l'époque, il n'y avait pas de contraceptifs. Mais, et à mes frères, tu ne dis pas ça. Et elle me disait, pour eux, c'est différent. Et alors, je demandais, est-ce que c'est vraiment différent? Mais après, petit à petit, quand j'ai grandi, j'ai commencé à avoir peur, peur de ce qui peut arriver aux femmes. Et donc, c'est un autre aspect très important. Et encore aujourd'hui, c'est difficile. Les femmes ont encore des problèmes, même après le mouvement MeToo, parce que elles sont culpabilisées.
Il y a des stéréotypes, par exemple, lorsqu'on voit un gars noir dans un quartier qui ne lui appartient pas, oh, on est douteux dans son égard. On a perdu la voix de Madame Resnick. Alors, maintenant, c'est Guéry qui pose une question. Hélène, tu as aussi cité la sensation de honte des Afro-Américains. Je me souviens, la première fois que je me suis rendue aux États-Unis de la Nouvelle-Zélande, j'étais plein d'enthousiasme. C'était ma première visite aux États-Unis. Je me promenais, j'ai pris un bus et je me suis assis à côté d'un homme noir. Et j'ai commencé à bavarder avec lui. Je lui ai expliqué, j'arrive de la Nouvelle-Zélande et j'étais très amiable. Mais depuis peu, je me suis rendu compte du fait que le fait de m'être assis à son côté euh, lui avait provoqué une sensation de honte. Il était raide, rigide, contraint. Et j'étais surpris par sa réaction. Et alors, j'ai fait une réflexion sur les expériences des Afro-Américains en Nouvelle-Zélande. C'était une expérience que j'avais jamais vécue personnellement, en première personne. Bon, il faut dire que je me souviens que à l'école maternelle, une de nos maîtresses nous avait dit, on s'assoit jamais à côté d'un homme noir lorsque vous prenez le bus. Mais moi, je me souvenais que j'avais fréquenté la fille de notre voisine. Nous étions allés à une fête ensemble et la phrase que ma maîtresse avait prononcée à l'époque avait beaucoup blessé mon expérience interne et j'ai un souvenir très clair de ça. Et je me disais, je n'aurais pas dû faire une chose que j'avais fait. J'aurais pas dû m'asseoir à côté d'une personne noire. Et cela m'avait provoqué une forte anxiété, une forte malaise. C'était quelque chose que j'avais ressenti aussi par la suite de manière très, très forte. Après, Billy dit qu'il y a deux questions. Une concernant si, les références bibliographiques pour faire des exercices d'analyse bioénergétique pour traiter la honte. Moi, sans doute, je peux vous conseiller un article qui a écrit par Hélène, qui a été publié par le Bibliographic Journal. Mais est-ce qu'il y a d'autres textes qui te viennent à l'esprit? Oui, sans doute. Il y a un livre où il y a plein d'exercices qui peuvent être faits avec les patients pour traiter la honte, les projections de honte. Et il y a aussi des suggestions pour des ateliers. Mais ce qui est vraiment intéressant sur la honte est comment celle-ci est expérimentée dans le corps lorsqu'on fait des exercices de groupe et comment cette expérience peut être réfléchir. Et ce qui est vraiment intéressant, la suggestion des exercices de groupe. Il y a plein de modalités pour pouvoir les utiliser au sein d'un groupe afin de pouvoir instiller l'émotion de la honte et la faire expérimenter. La guérison a lieu grâce au miroitement. Les ateliers de groupe sont très importants. Je me souviens une fois, il y a beaucoup de temps, pendant un stage, j'étais dans un groupe de femmes qui commençaient à frapper des parties de leur corps. Une disait, je hais mes genoux. Et l'autre disait, mais pourquoi? Comment peux-tu haïr tes genoux? C'est ridicule.
Et alors, nous avons décidé de faire un exercice. Les femmes devaient choisir une partie de leur corps dont elles avaient honte et, et essayer de croire que c'était une partie belle. Cet exercice fait en groupe a été un exercice de forte réparation de l'expérience de la honte est très utile, quelque chose que nous aussi nous pourrions faire en tant que thérapeute. Est-ce que tu peux approfondir un peu plus l'expérience de la honte en groupe et comment cela peut être traité? Car le mouvement MeToo, ainsi comme les expériences en groupe, peuvent être très importantes au niveau de guérison. Est-ce que tu peux nous raconter quelque chose de plus de l'expérience de la honte traitée en groupe? Hélène répond, j'ai une expérience de honte dont je me souviens à cause d'un commentaire que mon père avait fait. Le souvenir, le simple souvenir de ce commentaire me provoque une sensation de honte. Si je pouvais sentir un patient, un autre patient qui faisait un patient qui disait, mais pourquoi? C'est pas un problème, tu avais juste 16 ans, c'était juste un commentaire de ton père. Eh bien, ce commentaire, cette observation adressée contre moi avec un ton à haute voix m'a provoqué une forte malaise. Mais si par contre j'aurais été assise avec un groupe de femmes, avec un contact visuel ou un contact physique même, sans doute ce type de commentaire aurait eu un effet différent. Même chose pour le contact en distanciel, en ligne, mais ces mots, les mots de mon père, je m'en souviens comme quelque chose qui m'a provoqué une forte anxiété et puis de la honte. Mais ceci aurait été différent si la même expérience aurait été vécue en groupe, parce que le groupe aurait pu réfléchir et valider mon expérience et j'aurais eu une sensation plus de confort avec un groupe de femmes plutôt qu'avec un groupe d'hommes. Guéridi, alors tu parles juste d'un véritable partage avec un groupe de femmes et pour clarté, Chiaretta demande une précision vis-à-vis des dynamiques de la honte masculine. Étant donné que tu étais en train de parler de femmes qui te faisaient ressentir plus à ton aise par rapport à un groupe de hommes. Et donc, quelles sont les dynamiques et quel est leur rôle dans un groupe de hommes? Hélène répond, je vais vous faire un exemple en tant que thérapeute d'analyse bioénergétique. Lorsque je propose l'exercice de la respiration aux hommes, ils arrivent même à pleurer. Ou il y a quand même des larmes. Mais mais l'exercice avec le tabouret de la respiration est un exercice simple qui porte quand même à des réactions si émouvantes. Peu avant, ils commencent à parler, à raconter leur histoire en disant que tout va bien, mais 3 minutes plus tard, euh, ils commencent à pleurer. Le pleur est là et cette pleur montre leur vulnérabilité. Vulnérabilité qu'avant, ils ne voulaient pas montrer par crainte, parce qu'ils se sentaient menacés. Mais c'est une autre partie d'eux qui se manifeste, qui est découverte. Et mes patients hommes savent que pendant la thérapie, ils ont la possibilité de se révéler. Et donc, l'auto-révélation, au dévoilement de l'homme est un peu plus limité par rapport à celui des femmes en thérapie. Mais il faut dire que au moins, il y a eu une sorte d'évolution, surtout ces dernières années, une auto-révélation de patients hommes face à une thérapeute femme et moins fréquemment face à un thérapeute homme. C'est une question de neuroscience parce que nous savons que les femmes ont une plus vaste zone entre leur corps
qu'à eux. Et donc, elles se sentent plus ouvertes pour donner plus de place à leur vulnérabilité avec des réponses cohérentes, tandis que cette même zone est plus réduite dans l'hémisphère des droite et gauche des hommes qui ont une dimension différente par rapport à celle des femmes. Voilà pourquoi les hommes ont une pensée un peu plus désorganisée. Et voilà ce que nous a offert l'évolution vis-à-vis d'un prédateur. Les hommes réagissaient différemment par rapport aux femmes. Et ces stratégies sont des stratégies que nous avons héritées tout le long de nos cultures. Par exemple, aussi la façon de soigner un enfant de la part d'un homme ou d'une femme, la connexion de l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite, l'hémisphère gauche et gauche, et donc c'est un thème biologique, évolutif vis-à-vis de la vulnérabilité et le fait de la montrer et comment la honte qui en dérive est abordée par les hommes et par les femmes. Et Gary dit, oui, c'est utile de considérer aussi notre base biologique, les éléments structurels différents chez les hommes et les femmes, d'où on comprend qu'il y a effectivement des différences entre les hommes et les femmes. Maintenant, je voudrais te demander si tu peux nous demander, nous expliquer le concept de boussole de la honte. C'est un concept développé par Mikey Miley avec quatre piliers, les quatre points cardinaux qui ont des différentes réactions combinées avec les différents points. Le premier, la retraite. Le deuxième point, l'attaque vers le moi, donc les émotions négatives de honte. Le troisième point, c'est-à-dire aller au-delà des difficultés à travers des dépendances qui peuvent être liées à l'alcool, au super-travail, la dépendance de sucre, par exemple. Toute une série de stratégies pour dépasser la honte. Et après, le quatrième point dans la boussole de la honte, il y a l'attaque vis-à-vis des autres. Là où les trois premières stratégies n'ont pas bien marché. Donc, elle s'appelle la boussole de la honte et en thérapie, on peut l'utiliser en la faisant dessiner aux patients afin d'arriver à bien identifier la partie de leur soi attaquant comme une voix autocritique qui provoque un cercle vicieux. Hélène dit oui, c'est une activité qui peut permettre de relâcher l'anxiété. Et en effet, une des activités que j'utilise pour euh, réduire mon anxiété, c'est de faire une balade en vélo pour dissiper l'anxiété. Je vais en vélo pour ne pas y songer, pour se sentir bien. Et chacun peut trouver la meilleure activité, la plus adaptée pour soi. Et maintenant, Gary nous dit que Bruno demande s'il y a la possibilité de voir une fois de plus la dernière diapositive où il y avait des points concernant la honte. Il y en avait cinq points. En particulier, dans la diapo 14, il y avait la voix de la honte négative qui était divisée en 5 points. Montée volume ou dans quelle partie de mon corps je suis tendue quand j'entends la voix. Respirer d'un côté. Il y avait des informations qui étaient très utiles. Alors, Bruno demande si on peut revenir sur cette diapo. Donc, au moment où il y a la honte et donc utiliser ces points-là. Pourquoi, dit Hélène, je demande aux patients en thérapie de répondre à ces questions, essayer d'écrire ces réponses. Quand nous croyons qu'il y a une attaque
une attaque de honte, on tend à dire ne l'écoute pas, ne suis pas cette voix interne. Mais en réalité, au contraire, il faudrait monter le volume de cette attaque. Car ce qui est le non-savoir comporte une augmentation de l'anxiété. Voilà pourquoi il faut monter le volume et pas supprimer cette voix. Monter le volume permet de devenir plus conscient, autoconscient de l'émotion d'anxiété. Et à ce point-là, au lieu d'éviter d'écouter cette voix, de quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut faire exactement le contraire. Et en effet, j'ai remarqué que quand moi, personnellement, lors de mes expériences de honte, je montais le volume, je sentais une tension au niveau de la gorge, de la poitrine, mais aussi des intestins, qui étaient les parties plus vulnérables qui étaient touchées. Il y avait une sorte de raideur aussi dans la partie supérieure du diaphragme en haut. Quand je demandais à mes patients où ils ressentaient ces sensations dans leur corps, ils disaient que c'était dans la zone du diaphragme. Et alors, je leur disais, respire fort cet air pour faire sortir la tension. Parce que lorsque la tension est là, on a de la peine à réfléchir parce que la raideur ne permet pas de songer de façon lucide, d'avoir le juste calme pour pouvoir faire des réflexions. Donc, c'est une question que j'adore. Quelqu'un peut-être n'a pas un esprit malicieux et méchant comme le mien, mais la question que j'ai écrite ici sur cette diapo, la numéro 4 et 5, sont quelque chose de très important. Songez par exemple de dire quelque chose à quelqu'un que vous n'aimez pas, quelque chose que vous n'aimez pas. Et s'il y a des infos utiles dans cette voix si méchante, oui, lorsqu'il y a une réponse de honte, on combine une attaque à son trait narcissique. Et donc, je reviens à la question 5. Est-ce qu'il y a des informations uniques que cette voix critique dit? Ou- Oui, cela pourrait se refléter sur l'attention, sur le focus. La capacité de tension des personnes, demander comment ça va, parler au sein d'un groupe, rester en silence et laisser l'espace aux autres. Essayez de reculer un peu sans être écrasé par la tension, mais plutôt laisser un espace pour pouvoir rester en silence, songer et ne pas se faire prendre la main de l'enthousiasme. Parce que oui, l'enthousiasme fait sentir mieux, c'est une sorte de dépendance. Mais il faut trouver aussi une sécurité. Après l'enthousiasme, être sûr et certain que le moment va arriver. Parce que ce qui compte n'est pas l'agression, l'attaque vers le soi, mais plutôt les conséquences, parce qu'il s'agit d'une sorte de déprogrammation. Oui, parfois il y a des informations utiles qui arrivent de ces voix critiques, et parfois il n'y en a pas. Mais il faut dire que moi, dans mon esprit, je me dis, va-t'en. Vois, je ne veux plus t'écouter, va-t'en. Et après, je me sens mieux. Mais de temps à autre, il faut faire un contrôle, une vérification, c'est bien. Merci, dit Gary, pour cette précision. Donc, merci en effet pour cette précisation. C'est très important en effet pour le processus de guérison de la honte. Nous avons une question de la part de Giuseppe. En effet, je ne sais pas, c'est plutôt en effet une affirmation, pas vraiment une question. Il dit: «La honte peut être reléguée à la sphère familiale, tandis qu'en dehors du cercle familial,
elle exprime une participation active, une empathie ludique, voire un rôle de leader. Donc un rôle différent de la honte au sein ou en dehors de la famille. Donc, est-ce que vous avez des commentaires, à nous proposer à propos de cela? Donc, la honte au sein et en dehors de la famille? Oui, bien évidemment. Donc, par exemple, s'il y a un parent qui a des problèmes d'alcool, en effet, ce parent ne sera pas gentil et donc, on aura peur à inviter nos amis chez nous parce qu'on a honte, du comportement peut-être inapproprié de notre père. Donc, des fois, cela concerne l'espace dans lequel nous vivons. Nous pouvons aller chez un ami ou alors, à nouveau les professeurs, les enseignants qui jouent un rôle crucial dans tout cela. Donc, je me rappelle encore, d'une enseignante, à l'école, qui aimait mon sens de l'humour et donc, on continuait à parler ensemble. Je me sentais comme appréciée par elle. Mais quand je revenais chez moi avec ma famille, je n'étais pas considérée si amusante que ça et mon sens de l'humour n'était pas vraiment apprécié. Donc, tout le monde me disait: «Cela n'est pas vraiment amusant ou rigolo». Et donc, cela, heu, créé donc un débat intellectuel au sein de ma famille, juive, et nous commençons comme, une dispute en effet. Mais, mon enseignante, pensait que j'étais tout à fait amusante en effet et elle m'encourageait à avoir comme une routine, pour la de la codi pour faire de la comédie. Donc, voilà, nous avons les enseignants, les professeurs, les amis, nous pouvons visiter, faire visite à ces personnes et quand on rentre chez nous, on voit que les choses se passent différemment. Il y a plusieurs questions dans la session, dans la section de questions et de réponses. Donc, Suzanne nous écrit: «Merci pour ces informations approfondies à propos de la honte. Je travaille principalement avec des personnes ayant subi des traumatismes sadiques et présentant une forte dissociation. Donc, comment gérez-vous les situations où la honte conduit à une forte dissociation et où, par exemple, le contact visuel est impossible. Donc, quand une personne est complètement dissociée, il est impossible de gérer le contact visuel. Donc, une honte profonde qui nous amène à la dissociation. Oui, on peut définir cela comme une expérience extrême de victime de traumatisme. Donc, tout d'abord, il faut comprendre s'il y a la possibilité de retrouver quelque chose qui est dans la salle et qu'ils peuvent interpréter comme quelque chose de sûr. Donc, nous leur demandons de regarder on ne demande pas en effet de nous regarder dans les yeux parce que cela peut être un peu trop en effet. Avec la dissociation, il faut toujours donner des titres et de définir quand la personne peut faire face à une expérience, ressentir cette expérience. Et des fois, je me détache un petit peu ou alors je tente à regarder ailleurs dans la salle. De cette façon, les patients peuvent me contrôler sans avoir l'impression que je suis en train de les regarder. La dissociation est sûrement quelque chose sur lequel il faut travailler, petit à petit, très lentement. Il y a beaucoup de dissociation qui est liée à la honte. On ne veut pas avoir un contact visuel direct, mais on commence petit à petit et on regarde un petit peu le patient et puis commence à regarder ailleurs dans la salle. Voilà ce qu'on peut faire. Et ce qui peut terrifier, en effet, dans une situation où il y a du sadisme, le fait de, voir le sadisme des autres, mais pas seulement, c'est également le fait de ressentir son propre sadisme. Parce que des fois, avant de faire face et d'analyser cet aspect, nous devons donner la possibilité à la personne de ressentir son propre sadisme. Donc,
comprendre que une autre personne, nous a traités très mal et comprendre ce qui s'est passé. Donc, voilà, cela demande beaucoup en effet de temps et la honte, quand nous donnons la possibilité à la personne en effet heu, de vivre, en effet, de ressentir son sadisme, en effet, on peut voir que, la partie masochiste, en effet, n'avait rien à voir avec ça. C'était juste un parent qui était sadique. Donc, on peut avoir du sadisme et nous le ressentons parce que nous avons vécu cette expérience. Donc, nous parlons des fois également de la colère. Donc, il y a des émotions qui font référence à ce qu'une personne m'a fait. Je veux voir cette personne souffrir et les mêmes peines que j'ai dû souffrir et que j'ai dû affronter. Donc, si je suis en contact avec mon côté sadique, alors je peux aller de l'avant et progresser dans ce type de parcours. Si une personne me fait quelque chose, alors je dois comprendre comment gérer tout cela, cette situation. Je me rappelle du fait que l'une de mes patients, en effet, avait un patron, un chef extrêmement sadique, et il avait également un geste sexuel que j'ai vu de mes propres yeux. Et donc, j'ai dit: Vous ne pouvez plus faire ça». Ma patiente m'a regardée et elle m'a dit: «J'ai visité 4 autres thérapeutes, dans le passé, mais c'est la première fois que je me sens sûre dans cette salle, donc c'est la première fois que je veux m'engager dans ce processus». À l'époque, cela m'avait effrayée un petit peu, mais quand même, cet épisode l'avait aidée à mettre fin à sa propre honte parce que c'était une personne terrible. Donc il n'y a pas une seule façon, pour faire, cela. On peut même utiliser le sens de l'humour pour, aider les personnes à expresser le côté sadique, à exprimer, pardon, le côté sadique et à, mieux s'engager dans l'expérience. Moi, j'utilise beaucoup, en effet, le sens de l'humour et cela me donne la possibilité de travailler vers le bas et cela m'enlève également du côté, fou, en effet, du monde, d'aujourd'hui. Je crois que Mino est un, psychanalyste, parce qu'il nous dit: «J'ai l'habitude de dire lors d'une séance que les rêves ne sont pas le seul moyen d'accéder à l'inconscient, la honte aussi, et j'encourage le patient à la ressentir et à exprimer toutes les associations libres, les sentiments et les fantasmes liés à sa honte». C'est très précieux et utile, notamment dans ce qui concerne la psychanalyse. Mais le patient doit être encouragé et accompagné au cours du processus. Donc voilà, nous avons déjà une observation tout à fait intéressante. Donc au sein du modèle psychanalytique, la honte est vue comme un parcours, une voie pour arriver donc aux associations libres et pour arriver à l'inconscient. En effet, ce que cela nous offre et ce qu'un bon analyste peut offrir est un environnement de contenance, en effet, un environnement où on peut contenir quelque chose, où la personne peut contenir ses parties. En effet, je crois qu'on ne peut pas faire une bonne thérapie sans offrir ce type d'environnement de contenance. Donc, ce n'est pas juste, au niveau de l'inconscient, mais il faut dire: «Je suis là pour, vous toutes et vous tous, pour, vous contenir. Je peux vous contenir, je vais être avec vous, à vos côtés, je ne vais pas m'éloigner, je ne vais pas partir». Il faut comprendre le problème, de la honte est le fait qu'il s'agit de quelque chose qui travaille au niveau conscient et inconscient en même temps.
Donc, au sein d'un environnement de confinement analytique, on parle de quelque chose de complètement différent par rapport à l'expérience que nous avons vue auparavant. Alan Shore nous dit que la majorité de ce qui se passe lors de la thérapie se passe au niveau de l'inconscient entre le thérapeute et le patient. Donc, le thérapeute qui arrive à contenir l'environnement dans la possibilité au patient de ressentir que toutes les parties de sa personnalité seront complètement acceptées. C'est comme dire je vais rester avec vous, je vais rester avec toi, je ne vais pas t'abandonner, je ne veux pas t'humilier et cela nous aide à guérir. Donc, je crois que la thérapie et cet aspect de la thérapie est fondamental. Donc, des fois, je cherche à me souvenir du fait que, à la base, tous les patients que nous voyons lors de la thérapie sont en réalité des personnes qui ont certainement vécu une expérience profonde de honte dans leur vie et qui ont perdu donc le contact avec leur soi. Oui, exactement, c'est la partie la plus triste si l'on réfléchit. Donc, ils n'aiment pas en effet cette partie de leur-même, donc ils bloquent en effet leur inconscient pour ne pas ressentir de la vulnérabilité. À vrai dire, on cherche à tout oublier, mais ça marche pas comme ça. Mino a ajouté également un autre commentaire pour souligner ce que vous venez de dire par rapport à l'espace de confinement, c'est-à-dire le psychodrame psychanalytique est également très utile pour exprimer et élaborer la honte, même au sein d'un groupe. Donc, le psychodrame devient une méthode assez puissante pour exprimer la honte et pour travailler sur la honte. Oui, exactement. Donc, il y a des groupes de psychodynamiques qui ont déjà fait des travaux tout à fait importants parce qu'en effet, ces parties-là peuvent être analysées à travers ce type de processus et ce type de travail. Je vais voir si on a d'autres questions. Je ne sais pas si vous voulez parler encore un petit peu d'un aspect spécifique. Parce que lors de ma présentation initiale, j'ai dit que vous avez eu également des expériences avec le Ku Klux Klan et donc j'aimerais bien savoir si vous désirez partager quelque chose à propos de votre expérience en tant que femme juive, d'un point de vue de la honte culturelle et du pouvoir de tout cela, la le fait d'être terrifiée en effet en tant que jeune femme, je ne sais pas si vous voulez partager quelque chose à propos de cela. En effet, cela me donne beaucoup d'anxiété. Donc, il s'agit d'une phrase tout à fait honnête, et j'aimerais bien dire que, je ne fais rien au niveau d'organisation politique en ce moment-là. J'aimerais bien le souligner. Je fais rien du tout d'un point de vue politique. C'est juste, de la haine et de la peur. Donc, par exemple, j'ai organisé des mouvements de résistance. J'ai aidé certaines personnes qui ont lutté au sein de l'armée. Je suis allée à Cuba sur un bateau rouge. Cuba, en ce moment, n'a pas accès à notre pays de façon légale. Il y a eu des micro-agressions.
Je me souviens très bien du Ku Klux Klan, de fait que, il avait des signaux en effet. À l'époque, moi, je ne connaissais pas plusieurs aspects qui, par la suite, ont été décrits et présentés dans des livres, donc à des expériences terribles qui se sont passées et même très près de chez moi. Et j'ai eu la possibilité de les découvrir seulement à la suite à travers les livres et la littérature. Donc, j'étais complètement à l'aveugle. Cela a fait partie quand même de mon expérience. Mais récemment, j'ai visité Londres où il y a eu une explication à propos des otages et moi, je parlais lors d'une conférence de neurosciences euh, et je me suis arrêtée 4 fois parce qu'en effet, la sécurité nationale m'a bloqué. 4 personnes m'ont bloqué plusieurs fois, en effet, pour me contrôler. Et je suis ensuite revenue et je pensais à écrire donc un document parce que aujourd'hui aux États-Unis, il y a des cibles en effet spécifiques. Les personnes sont devenues des cibles. Ce n'est pas juste de la honte. Ce n'est plus de la honte. Là, moi, maintenant, je ne me sens plus sûre. Il y a comme une forme d'anxiété. Dans le temple où je vais normalement, il y a des personnes qui contrôlent en effet l'entrée, par exemple. Il y a des gardiens qui contrôlent l'entrée. Quand j'étais petite, je savais que s'il y avait les nazis qui arrivaient, je devais me cacher. Nous avions une activité commerciale et on était obligé de faire ça en cachette. Nous étions invités aux événements également du Ku Klux Klan avec mes parents, mais donc il y a eu plusieurs aspects en effet qui ont façonné ma vie, mais quand même il y a une sorte de conscience constante qui a fait partie de ma vie. Il y a eu également une femme noire qui m'a aidée quand j'étais petite et donc j'ai toujours ressenti en effet cette forme d'attachement en effet vers elle. Je me souviens du fait que vous avez parlé d'un souvenir lié à une chanson. Oui, exactement, une chanson qui me soulageait, qui me calmait beaucoup. Moi, en effet, je suis heureuse et fière du fait d'être juive. Moi, j'ai étudié de la philosophie auprès de l'Union College. J'ai lu plusieurs livres à propos de la philosophie, des luttes pour les droits. Et nous savons que les Juifs peuvent faire du bruit, peuvent insister beaucoup. Mais je suis fière même de cela. Je suis fière de mes origines. Donc, la honte, fait partie de ma vie depuis toujours et je crois que tout le monde ressent beaucoup de haine et pardon, de honte. Oui, exactement. Donc, j'ai une structure, masochiste, qui en effet résiste à la honte et je me souviens d'un rêve d'une femme noire sous un rocher en Australie, dans le Outback. Cette femme, autochtone, était morte, mais il avait une forme qui se rapprochait quand même de moi-même. Donc nous savons que l'expérience des rêves et de la honte est une expérience assez puissante parce que à la fin, on peut donc, analyser la honte qui faisait partie de nous, qui fait partie de nous. Oui, exactement. Donc, je n'ai pas voulu trouver un bouc émissaire pour me défendre, mais
l'image est tout à fait importante, en effet, pour trouver, développer également de l'empathie. On peut avoir des réponses différentes de la part des personnes, mais peut-être que à travers ce rêve, vous avez eu la possibilité d'ouvrir votre cœur et votre cœur s'est ouvert grâce à ce rêve. Nous avons également d'autres commentaires. Tout le monde vous remercie en effet pour avoir partagé vos connaissances, pour avoir participé à ce webinaire, pour votre désir en effet de partager vos connaissances. Nous avons également des commentaires de la part de Francesca, par exemple, qui dit qu'elle est en train d'étudier la bioénergétique dans l'école dans une école spécialisée. Et votre discours a été très positif et très éclairant. Raffaele, ensuite, vous pose une question, c'est-à-dire, il constate de nombreuses convergences dans l'intervention sensomotrice et donc il demande, existe-t-il également des divergences au-delà des convergences? Donc, pour mieux m'expliquer, avec la psychomotrice sensomotrice, il y a des interventions qui sont menées au niveau du trauma. Donc, Raphaël demande s'il y a des convergences et des divergences en ce qui concerne cette intervention et l'analyse bioénergétique. OK. Donc, un bon thérapeute est un thérapeute qui offre un environnement de confinement empathique. Donc, moi, j'ai observé les thérapeutes qui travaillent sur les traumatismes, les traumas, qui font des interventions spectaculaires sur des patients traumatisés. Et il se rappelle de terminer chaque séance après le parcours qui a été fait, de dire, rappelle-toi de te lever, de sortir et de garder ton dos bien droit. Donc, je pense que à la fin, ce qui est le plus important est de réussir à travailler sur le trauma, sur le traumatisme, même au niveau moteur, avec certaines interventions. Mais à la base, on doit toujours avoir un contrôle et comme une sensation d'alerte. Donc, la bioénergétique, d'une certaine façon, c'est a mal fait à vouloir cacher l'humiliation, à inviter les autres à être plus passifs et agressifs. Donc, ce n'est pas facile de le devenir quand même. Donc, là, je pense que cela a été une faute, en effet, de la bioénergétique. Donc, le concept pouvait être correct, mais cela n'a pas été utile parce que la réponse du patient n'est pas la réponse que l'on s'attend. Pour moi, la réponse à la honte concerne le fait de m'ouvrir à la sexualité, de m'ouvrir à une sensation très forte, très puissante liée à la sexualité. Et je pensais, cela ne peut pas être sûr, mais au contraire, c'est tout à fait sûr. C'est comme une fusée, en effet. Moi, je me sentais très chargée. Je voulais donc éliminer une partie de cette charge. Mais quand même, on me disait quelque chose de différent. On me disait que ce n'était pas bien de ressentir ce type de sensation au niveau du corps. Et on me disait que c'était impossible, ce n'était pas recommandé en effet de ressentir tout cela. Et ensuite, le contre-transfert, une autre chose sur laquelle nous devons nous concentrer, donc le contre-transfert du thérapeute par rapport aux citations du patient. Comment est-ce qu'on peut le contenir? Je crois pouvoir dire que les thérapeutes ont besoin ont peur, en effet, de leur propre excitation et de l'excitation du patient. Donc, ils n'ont pas la capacité, en effet, de contrôler tout cela. Donc,
Donc, au-delà de tout cela, nous avons besoin d'une intervention capable de continuer, de contenir le patient lors de la séance de thérapie. Et donc, je me souviens toujours de cela, de continuer à observer des interventions où l'on peut donner plus d'espace au plaisir qui a été euh, contenu grâce à des exercices qui se concentrent sur, sur le bassin, par exemple. Quelque chose, en effet, à propos duquel on parle de plus en plus maintenant. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait auparavant, mais c'est quelque chose de tout à fait intéressant. C'est très intéressant de découvrir ces aspects chez nos patients. Vous avez raison, Hélène. Des fois, les thérapeutes ignorent ou alors cherchent à cacher ce type d'excitation parce qu'ils ont peur que cela peut avoir des conséquences négatives dans la thérapie. Exactement, vous avez raison. Ok, donc nous sommes presque à la fin de notre webinaire, de notre cours de ce soir. On avait juste entamé en effet cette discussion, mais on doit y mettre fin. C'est vraiment dommage. Donc, j'aimerais bien savoir si vous voulez partager juste des remarques de clôture, quelque chose de positif avec nous. J'aimerais bien continuer à vous lire d'autres commentaires de remerciements, mais quel est le message à garder avec nous ce soir à propos de la honte et du travail avec la honte? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez nous dire pour terminer ce webinaire? En effet, la honte m'a guéri. Grâce à la honte, j'ai eu la possibilité de me guérir. Donc, à travers la honte, j'ai pu guérir tout ce qu'il y avait au sein de mon cœur. Et donc, j'ai eu une sorte de conscience positive dans la préparation, en effet, de ce webinaire, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Donc, moi, j'ai grandi dans l'État de l'Indiana. J'ai étudié à l'université. Je me souviens être allée au sixième étage, en effet, de ce bâtiment. Aujourd'hui, en effet, j'ai un petit peu peur, en effet, du sixième étage parce que je me souviens encore de cet épisode. Donc, lors de mon examen, en effet, de maîtrise, je suis allée voir un professeur et il m'a dit: «Vous avez fait un excellent travail, mais maintenant vous devez partir». Et moi, j'ai demandé: «Mais pourquoi?» Il m'a dit: «Mais parce que vous êtes différente par rapport aux autres, vous êtes différente. Vous n'êtes pas comme les autres». Et donc, ce que j'ai compris à l'époque est que ce professeur-là ne m'avait pas donné le bon conseil parce qu'il s'était énervé. Moi, j'étais partie par la suite. Et l'association psychologique américaine avait par la suite publié plusieurs de mes recherches, de mes articles, et il s'attendait de ma part une participation à des conférences pour présenter mes recherches. Mais moi, j'étais axée sur le fait que j'avais été la seule juive du comité de la faculté. Donc, voilà ce qui m'a donné même la motivation pour préparer ce webinaire. J'avais été la seule étudiante juive à arriver donc au succès. Peut-être que cela était également un travail au niveau inconscient, tout en partant de mes expériences passées. Donc, à la fin, j'ai décidé de ne pas devenir une professeure, j'ai décidé de ne pas accepter le travail à l'université qui m'avait été proposé et je suis devenue une analyste bioénergétique. Donc, peut-être que à la fin,
Tout cela a eu du sens, le commentaire du professeur, le fait que je ne voulais plus continuer à travailler au sein de l'hôpital. Moi, j'étais une, fille, juive, qui arrivait de l'Indiana et qui était différente des autres, qui était différente de tout le monde. Mais je l'ai compris il y a peu longtemps. J'ai compris donc, ce qu'il voulait vraiment me dire. Donc à la fin, pour terminer l'histoire, moi j'ai terminé mes études, j'ai eu ma maîtrise, je suis devenue assistante, professeure, par la suite, avec 600 étudiants et il y a juste quelques jours, j'ai eu la possibilité de réfléchir à mon parcours et j'ai eu la possibilité de réfléchir aux mots de ce professeur-là qui me disait: «Vous êtes, une fille juive qui habite en Indiana et vous êtes différente par rapport aux autres». Oui, donc voilà donc la richesse que j'ai toujours gardée en moi. Mais je me suis toujours sentie mal à l'aise à propos de mes origines, mais maintenant je l'ai compris. Et donc, je termine avec les mots de Carl Rogers. Je l'ai déjà dit lors de la présentation initiale. Nous vous aimons tel que vous êtes. Merci, merci Hélène pour ces remarques de clôture et merci pour cette présentation. Nous avons donc terminé le temps imparti à notre disposition et je répète vos mots. Nous vous aimons tel que vous êtes. Merci et au revoir. Bonne soirée.